Parce qu'en fait, je ne vous ai jamais interrogé sur vos objets, en fait. Hein. Non, c'est vrai, ça ne s'est jamais fait. Vous êtes très artisanal. C'est tout fait à la main. Oui, c'est vous qui le faites, Tout, faire. moi. Oui, c'est ça. Regardez l'obélisque, tout ça, c'est moi. Tout à fait remarquable. Hein. Des centaines d'heures de boulot en atelier. Oui, voilà. Et donc ça des. En écoutant votre collaborateur, là, j'avais l'impression que Voilà. Je vais te prendre une carte. Vous trouvez sur le site tous les objets qu'on a avec des petites vidéos explicatives en plus. D'accord. donc on se fait son propre temple kabbalistique en fait. Oui. Avec tout ça, on organise tout ça. Alors voilà, ça ce sont des vrais temples. La même énergie que ceux que la partie saint et saint des saints du temple de Salomon, ou d'Hérode le Grand. Il faut avoir un hôtel chez soi en quelque sorte. Il est là. Oui, vous fabriquez un hôtel, oui, un petit coin quoi. Oui. Voilà. Une pure merveille. Alors avec ça, vous faites vos prières. Elles ont de fortes chances d'optimiser les conditions requises pour pouvoir réaliser, à condition que le souhait soit réalisable. Il faut que ce soit exauçable, oui. Bien sûr, sinon c'est pas la peine. Un très bon outil de développement personnel aussi, parce que vous montez en conscience, méditation et prière, sortie, vous montez en conscience, et en montant en conscience, évidemment, il vous aide à changer votre réalité. Vous modifiez votre réalité en fonction des paramètres de votre vie, et vous atténuez les difficultés de celle-ci. En tout cas, vous adaptez votre vie aux réalités difficiles pour mieux les gérer. Mais vous développez en vous les conditions nécessaires pour les endiguer, les difficultés. Grâce à ce temple, alors j'ai un feedback, hein, je pensais bien que j'ai justement. Beaucoup de personnes ont été sceptiques, l'ont pris et puis m'ont dit c'est incroyable. Je dis si, c'est croyable. Il suffit simplement de savoir qu'à l'intérieur du temple d'Hérode ou celui de Salomon, ici passaient des choses absolument merveilleuses. Voilà, c'est un des pouvoirs de la mystique hébraïque et de la Kabbale. Comment vous avez fait pour reconstituer ces je lis l'hébreu, je lis l'hébreu et l'araméen, donc j'ai pas eu de difficulté à partir de certains textes appropriés anciens à faire par de l'exégèse des retrouvailles. Mais comment ça se fait qu'on n'avait pas fait ça avant vous de la même façon? Je ne sais pas, vous savez, je sais pas. Est-ce qu'en Israël, vous avez un débouché en Israël? Je n'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas. Il n'y a pas si longtemps que ça que je fais ça, depuis 10 ans. Hein. Oui. Avant, je faisais autre chose. Mais depuis une dizaine d'années, disons, je tâtonne là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des temps idéaux pour la fabrication de ces produits? Oui, la nuit, déjà, oui. À partir de minuit à 5 h du matin, c'est le temps idéal. Mais bon, moi je fabrique aussi la journée, hein. Ça dépend. Mais il y a des opérations cruciales que je ne peux faire que la nuit, car elles nécessitent vraiment des méditations et des prières qu'on ne peut faire que la nuit. On peut dire que ces objets sont chargés. Ah oui, ce sont des vérités, c'est pas des jouets. Hein. Oui, des objets, j'ai des objets, je vais dire des jouets. Oui. Non, mais je voulais dire, ce sont des appareils qui ont une charge éthérique et avec lesquels l'énergie. On peut dire que c'est le fruit d'une technologie très avancée, quelque part. Peut-être qui a été perdue. En tout cas, j'essaye de la retrouver. Mais qui serait lié à des civilisations disparues, par exemple, à l'Atlantide. Oui, par exemple. Hein. C'est vous qui parliez d'Atlantide tout à l'heure, de l'Atlante. Oui. C'est une science, une technoscience. C'est une technoscience. Alors évidemment, moi j'ai mis cette technique à l'ordre du jour. J'ai adapté les sciences de l'électromagnétisme avec la tradition hébraïque, mais on pourrait le faire avec d'autres traditions. Mais je pense qu'avec la tradition hébraïque, ça marche bien. En tout cas, parce que j'en ai fait la preuve. Je suis le seul au monde à en avoir fait la preuve. Oui. J'ai cherché partout, je l'ai trouvé. Et donc, ils peuvent se décharger, ces appareils? Oui, absolument. Il faut, pour maintenir l'énergie, il faut les réénergétifier. Les réactiver avec des prières spéciales que je fais moi-même. Ah d'accord.
Ah d'accord. Parce que chaque appareil a un numéro de série qui l'identifie en fait avec une date de création et tout. Il a une pièce d'identité. Et donc il a une intelligence métaphysique qui lui donne une espèce de particularité existentielle unique. Oui, il y a une sorte de GPS en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vous reconnecter avec l'appareil en question et le réactiver et on peut vous le demander comme ça. Oui. Tout à fait. C'est remarquable, oui. Et donc finalement, ce sont des outils qui sont mis à la disposition des gens. C'est-à-dire qu'au fond, c'est parce que ça a une tendance intéressante actuellement, on donne des outils au public. Les praticiens ne conservent pas le savoir pour eux-mêmes. Ils sont capables de le communiquer. Il suffit d'apprendre le mode d'emploi. Et par exemple, dans le cas de l'astrologie, puisque vous êtes également astrologue, l'astrologie a du mal à communiquer des objets simples. Vous pourriez peut-être un jour des objets simples que tout le monde pourrait utiliser. Bien sûr, absolument. Mais je pense que dans les temps à venir, oui. Je ne sais pas exactement quand, mais j'en ai quand même l'idée, je pense que je ferai un parallèle très sérieux entre l'astrologie, la Kabbale et la radionie. Oui. Et je vais voir comment je peux créer un pont avec tout ça, parce que ça me parle, et j'ai déjà une idée. Ben oui, parce que vous avez déjà pris cette voie-là, et donc normalement... Notamment dans une des conférences que j'avais données, je crois hier ou avant-hier, oui. J'avais parlé du fait que quand un luminaire est appréhendé par un astrologue, dans son thème, il est évident que le luminaire, il est vu comme toute l'astrologie contemporaine en a parlé, même de manière multiséculaire. Mais jamais personne ne s'est occupé de la métaphysique du luminaire en tant que tel. Le luminaire, on le voit dans la Lune. C'est le cas le plus simple. On la voit, elle est physique, elle a une influence sur le sommeil, elle a une influence sur le psychisme, elle a une influence sur les corps énergétiques, et évidemment, par détermination, elle va influer sur une partie de la destinée de l'être humain. Mais tout ceci n'est que l'évidence. Il y a aussi le sous-jacent, c'est l'apparence. Il y a tout ce qui est sous-jacent. Par exemple, la Lune n'existe pas que dans le monde de la création, dans le monde de l'action. Elle existe dans le monde de la formation, elle existe aussi dans le monde de la création et dans le monde de l'émanation. Une Lune dans le monde de la création n'a pas la même influence sur le devenir de l'être qu'une Lune dans le monde de l'action, telle que les astrologues aujourd'hui l'appréhendent. Les 4 plans. Oui. Alors il est évident que si vous montez en conscience dans les sphères de l'arbre de vie, par exemple, il est absolument certain que vous n'aurez plus pour conséquence d'obtenir l'incidence directe de la Lune dans le monde de la Asya, donc dans le monde de l'action, mais vous allez l'obtenir sur d'autres plans. Et si vous arrivez à connecter avec la Lune sur un autre plan, toute l'astrologie telle qu'elle est se redimensionne. Et c'est là-dessus que je suis en train de plancher. Oui. Ben, ce serait dans la logique de votre itinéraire, effectivement. Voilà, donc je ne compte pas recréer une astrologie, je compte redécouvrir les principes fondamentaux qui rendent holistique l'apparition d'un luminaire. Et évidemment, l'utilisation dans un thème d'un luminaire pour l'être humain. Alors pour aller sur un autre sujet qui me paraît en phase avec ce qu'on vient de dire, mais qui vous est peut-être pas familier, c'est... bon, effectivement, apparemment, on disait que nous avons là un techno-savoir qui vient de civilisations très avancées, peut-être plus avancées que la nôtre, parce que nous ne sommes pas encore capables de tant qu'on est obligé de puiser dans la tradition, ça veut dire qu'on n'a pas nous-mêmes actuellement les savoirs correspondants. Est-ce que les hommes et les femmes sont des êtres qui ont été construits de la même manière? C'est-à-dire que bon, il y a le problème de Adam et Ève, de la côte d'Ève, etc. Vous parlez de celle-là, oui. Le problème de la côte, ça n'existe pas, c'est à côté, c'est la racine scellée. Oui, mais toujours est-il que ça laisse entendre qu'il peut y avoir une dualité. Oui, il y a une dualité, il y en a une. Mais il est évident que la femme en tant que yin est infiniment plus conséquente dans l'action humaine que l'homme. La femme a besoin de l'homme, c'est évident. Le principe féminin a besoin du principe masculin. Mais il ne faut surtout pas que l'homme, par misogynie ou par phallocratisme, ignore la femme. La femme est infiniment plus importante que l'homme.
Un homme n'est rien sans sa femme, c'est même marqué dans le Coran. Oui. Un homme n'en est qu'un, d'ailleurs, selon la Torah, que s'il est marié. Oui, oui, non, mais c'est entendu, bien sûr, oui. Mais il y a des... Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie de la machine, parce que justement, les machines, elles dialoguent avec nous, les machines. Je ne parle pas de... Bon, là, vous n'avez pas des machines qui sont électriques, quelque part. Elles fournissent leur propre courant électrique et champ magnétique, voilà, par auto-induction. Donc, elles produisent des énergies, elles produisent de l'énergie, elles dégagent de l'énergie, elles émettent. Oui, elles émettent. Voilà, elles émettent, voilà. Et elles ne captent pas forcément ce qui est autour d'eux. Elles agissent sur ce qui est autour d'eux, mais elles ne le captent pas. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'elles émettent de manière permanente et constante. Oui. Bon. Alors, donc, chez les êtres humains, on n'attend pas uniquement que les gens émettent. Non. On attend aussi qu'on soit en phase avec notre interlocuteur, de préférence. Tout à fait. Et il semblerait, si on étudie la psychologie féminine, que les femmes sont très énormément dans l'émission. C'est-à-dire qu'elles parlent souvent sans se demander, elles ont des choses à dire, elles le disent, sans se demander si l'autre est là pour recevoir ce qu'elles ont à dire, voyez-vous. Et en ce sens-là, on est arrivé à l'idée que peut-être qu'elles ont... c'est peut-être une sorte d'interface entre l'homme et la machine. On va dire qu'elles ont peut-être, c'est peut-être leur force d'ailleurs, mais elles ont peut-être quelque chose de la puissance de la technoscience que n'a pas l'homme, justement. Mais en même temps, cette émission, ce besoin d'émettre, il y a quelque chose aussi d'inhumain parce que l'homme est aussi un être qui doit s'inspirer du monde autour de lui et qui n'est pas simplement à donner. D'ailleurs, pour qu'une machine n'existe que sans son créateur. Donc ça laissera entendre que la femme a besoin d'être programmée pour pouvoir fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'elle a besoin par exemple, souvent, les femmes, une pianiste, par exemple, elle a besoin de lire une partition. Les femmes aiment beaucoup lire des textes à voix haute, lire des prières à voix haute. Elles aiment bien avoir un texte qui vient leur donner une sorte de support et de substrat. Alors que les hommes sont plus libres par rapport à ça, ils sont comme s'ils avaient directement accès avec la réalité, alors que la femme n'a accès à la réalité qu'à travers déjà quelque chose de très élaboré. Alors ça dépend de la condition humaine, ça dépend de la femme et ça dépend de l'homme, ça dépend du milieu ambiant, parce que dans la mystique hébraïque, c'est exactement l'inverse. C'est l'homme qui est moins connecté que la femme. C'est l'homme qui est moins connecté que la femme, à l'évidence, et la femme a une connexion directe. C'est pour ça que d'ailleurs dans les prières, elle est exemptée d'être médienne, c'est-à-dire d'être au numéro de 10. Voilà. C'est pas sans raison, parce que la femme est connectée directement. Alors le principe de la femme qui est connectée directement, on le retrouve directement dans les écrits spécifiques. La femme et l'homme ne sont pas tout à fait la métaphysique de la femme n'a rien à voir avec cette homme. D'ailleurs, le corps de la femme est infiniment plus complexe. Donc, même dans la matière, le corps est plus complexe chez la femme que chez l'homme. Vous imaginez en montant dans les mondes, c'est-à-dire en montant réellement dans les fondamentalités de création de la femme et de l'homme. Donc, d'après vous, la mystique hébraïque dirait exactement le contraire de ce que je dis. Exactement le contraire de ce que vous venez d'avancer, et c'est très intéressant en débattre dans un débat. Et je vous propose, justement, par un débat contradictoire, de le prouver. Oui, voilà. Voilà, c'est intéressant parce que il y a deux solutions. Ou bien c'est moi qui suis dans l'erreur, ou bien c'est la mystique hébraïque. Non, vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous avez peut-être eu une formation du type hébraïque sur ce sujet. Non, mais même sur ce sujet. Voilà, tout à fait possible. Alors maintenant, je n'ai pas la science infuse, je ne suis qu'un modeste étudiant dans cette vaste industrie. Je peux me tromper, mais sur ce sujet, je crois pas. Donc il faudrait bien comprendre ce qui est dit. Ce que dit la mystique hébraïque, elle dit que la femme, c'est la femme qui met l'homme en contact avec le divin. C'est un interrupteur, c'est un fusil. Sans la femme, l'homme n'est rien. Très bien, mais donc c'est quand même intéressant ce que nous disons, on parlait du rapport entre le vivant et le technique. Ce champ, parce que la biotechnologie et les bioniques, on va dire demain, on va créer des robots de plus en plus perfectionnés, des androïdes. Et à ce moment-là,
je pense qu'avec le progrès, on va mieux comprendre le passé. Donc il y a des objets, des structures antérieures qu'on ne comprendra que si nous-mêmes sommes avancés. Et c'est là qu'on va s'apercevoir, à mon avis, mon cher Marc-Joël, que les femmes sont peut-être des androïdes, comme dans Blade Runner, où on avait une civilisation où il y avait quelqu'un qui avait fabriqué des androïdes, et il faisait problème aux androïdes, alors il fallait faire passer des tests pour savoir si on avait affaire à un androïde ou pas. Et j'ai été très marqué par ce film, et je pense qu'il y a des aspects, laissons de côté la mystique hébraïque, mais il y a dans le comportement féminin un besoin de communiquer, de transmettre, qui est souvent un petit peu répétitif, ou un petit peu compulsif, qui est souvent dicté par des textes qu'on leur a donnés et qu'elles récupèrent à leur niveau. Et puis il y a quand même, vous savez très bien, pourquoi 99% des grands musiciens, des grands compositeurs sont des hommes et pas des femmes. C'est quand même un mystère. Pour ne pas parler d'autres domaines, elles sont d'excellentes pianistes, elles sont parfaitement capables d'être mieux que les hommes, de donner vie à une partition, mais elles ne sont pas des compositeurs géniaux. Alors la femme est un organe métaphysique de proximité. C'est la raison pour laquelle elle agit dans son entourage direct. C'est la raison pour laquelle elle a besoin de sécurité. L'homme, depuis la nuit des temps, on sait que c'est un chasseur qui va vers l'aventure et il est guidé très souvent par le pouvoir de vaincre et de vaincre l'inconnu. Donc il a un pouvoir imaginatif développé, extrêmement développé, il se connecte à des sphères imaginatives qui lui permettent de recéler en lui certains attributs de l'artiste. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas être une artiste, je n'ai pas dit ça. Mais c'est évident que les grandes compositions musicales sont masculines, et c'est parce que l'homme va tirer de la source, celle où se trouve réellement le pouvoir de la composition, va tirer cela. Et c'est parce qu'au départ, il a une métaphysique de chanteur. Et il a une très grande... Oui, donc quelque part, comme vous dites, si on prend l'exemple, oui c'est ça. Si on prend l'exemple, effectivement, souvent l'homme, la femme restait au foyer, et l'homme était l'interface entre elle et le monde extérieur. C'est exactement ça. On le voit même chez les hommes préhistoriques. Donc finalement, l'idée que la mystique hébraïque dise que la femme est l'interface entre l'homme et le divin, ça paraît contradictoire. Pas du tout, parce qu'on ne peut pas être en rapport avec le divin si on ne procrée pas. Or, on ne peut pas procréer sans l'homme. On est obligé de la femme ne peut pas procréer sans l'homme. Bien sûr, elle a besoin de lui. Mais l'homme ne peut plus être aussi phallocrate et misogyne. Alors justement, pour revenir à cette question de la procréation, vous aurez compris que je suis ni phallocrate ni misogyne. Quant à cette question de la procréation, moi je considère que le sperme, c'est quelque chose de très mathématique, c'est le code, c'est un code. Donc finalement, c'est pas quelque chose de brut le sperme, c'est quelque chose de très élaboré. C'est simple, il faut ouvrir une porte, le sperme c'est une clé, voilà. Donc on retrouve cette même idée de la femme qui a besoin, la femme a besoin d'un message très élaboré pour fonctionner chez le monde. Alors que l'homme peut travailler avec des messages beaucoup plus bruts. Donc finalement, c'est la preuve même qu'elle n'a pas accès directement à la réalité, elle n'a accès que lorsque celle-ci a déjà été réarrangée et réaménagée par l'homme. Et le sperme, c'est une réalité qui a été recodifiée. Donc finalement, moi j'étudie à la fois la psychologie féminine et la psychologie de la machine. On est par exemple à lecteur de CD, vous mettez un CD dedans, donc il va le jouer indéfiniment, vous changez le CD, il va jouer le CD, il se fout totalement de ce qui se passe autour de lui. Et bien souvent, je suis dessus, souvent les femmes ont l'impression qu'elles récitent un disque indéfiniment, que si jamais on change de disque, elles vont réciter autre chose, mais il y a quelque chose d'inhumain chez la femme. Je ne partage pas votre avis sur ce sujet. Non, mais bien sûr, je ne partage pas votre avis sur ce sujet. Je pense que la femme est essentiellement humaine. Simplement, elle fait partie, dans son côté humain, du côté féminin. Le côté féminin et le côté masculin doivent être regardés de manière holistique. On ne peut pas, selon ce que j'en pense, et ce que j'ai cru avoir compris à 60 ans, on ne peut pas séparer l'homme de la femme, pas plus qu'on peut séparer le yin et le yang. Le yin tout court n'a pas de sens, le yang tout court. Mais si on remplace dans X années la femme par la machine,
On s'en aperçoit déjà, regardez les secrétaires qui sont remplacés par des ordinateurs, c'est-à-dire que la machine est de plus en plus investie des activités qui autrefois étaient humaines, qui maintenant ne font plus appel à l'humain. Le problème, c'est que si jamais on remplace la femme par la machine, je n'aurai plus jamais de femme pour faire l'amour. Parce que je ne ferai pas l'amour à une machine. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas de figure. On ne peut pas remplacer une femme par une machine. Il y a un côté émotionnel, il y a un côté divin dans l'émotion, et dans le caractère profondément à la fois charnel et à la fois spirituel de la femme. Mais enfin, malgré tout, mon cher Mark Twain, on sait très bien l'importance de faire des enfants pour une femme. C'est fondamental, parce que justement, c'est là un moment où il y a quelque chose qui va sortir d'elle. Pour un homme, ce n'est pas aussi majeur. Il y a d'autres façons d'exprimer sa créativité. C'est exact, mais enfin, il faudrait vraiment faire une étude très particulière dans toutes les peuplades du monde. Je ne suis pas complètement convaincu que, vu la démographie, que ce soit vraiment le cas. Apparemment, il y a énormément d'accouplements dans le monde, et ce n'est pas des accouplements féminin-féminin, des masculin-masculin. C'est vraiment masculin-féminin. On est 6 milliards et demi, on va très vite aller vers Imaginez un monde où les hommes fassent la grève. Ils ne créent plus, ils n'écrivent plus. Les hommes seraient complètement désactivés. L'homme active la femme. Alors voilà, c'est un mot qu'on parlait. L'homme active la femme par sa créativité, et même au niveau sexuel, il l'active, il la met en branle. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Bon, ben, on va s'arrêter sur ça. Merci, Jacques.